Chant contre chant. Je pouvais observer dans la grande glace la salle derrière moi. Le Dôme était une superbe brasserie typiquement Belle Époque, située près de la gare. Les lignes courbes des voussures, alliées à des décors aux thèmes végétaux et exotiques, donnaient le ton. Les verres colorés des lampes et des vitraux, le cuivre des lustres et l'essence exotique des bois et lambris imprimaient leur chaleur au lieu. Mes deux enfants me faisaient face, il y avait Betty, 24 ans à gauche, et Nicolas, 26 ans à droite. Betty était devenue une belle femme grande et blonde. Elle ressemblait à sa mère. Nicolas ressemblait à mon grand-père maternel. C'était étrange de le voir ainsi ressuscité. Betty travaillait dans une agence de publicité très connue. Cela ne m'étonna pas qu'elle se plût dans ce milieu qui correspondait bien à sa nature d'hyperactive. Nicolas était devenu boulanger après avoir effectué son tour du pays en tant que compagnon. Je l'admirais beaucoup d'avoir cette passion et ce courage que je n'avais pas eu dans ma jeunesse. Il me donna des tas de détails techniques et d'anecdotes savoureuses qui me passionnèrent sur le métier de boulanger. Betty me parla peu de son job. Elle souhaitait plutôt tout savoir sur ma nouvelle vie. Ils avaient découvert par hasard et peu de temps avant notre rencontre que j'étais le concepteur et un des deux producteurs du jeu de la boîte noire. Vu le succès de l'émission et la répercussion du jeu dans les médias, on ne pouvait pas nous rater. Ce qui me gênait était que Betty avait vu ma tête et mon nom cité sur la fameuse photo compromettante avec Christina publiée dans le magazine Purple. Elle me demanda qui était cette fille. Je lui répondis qu'elle était une relation sans importance, une amie de Francis Le Gagneur, l'animateur du jeu. Betty m'expliqua que cette photo avait fait le tour de l'agence, mais surtout qu'elle était parvenue aux yeux de leur mère. Mon ex-femme avait eu des commentaires acerbes à mon sujet. Elle faisait constater à nos enfants que je m'amusais bien en gagnant beaucoup d'argent et qu'elle n'en avait jamais vu la couleur. Elle protestait auprès d'eux de mon silence durant ces 4 années. Elle oubliait volontairement de préciser qu'elle avait voulu la guerre entre nous et qu'elle m'avait laissé choir comme une cloche aux heures les plus sombres de ma descente aux enfers. Betty me confia, contre l'avis de son frère, que leur mère, dès qu'elle avait eu connaissance de ma nouvelle situation sociale, avait entamé une procédure judiciaire contre moi. De mon côté, je n'avais pas trop de scrupules. Quand nous nous étions séparés avec Sophie leur mère, Nicolas travaillait déjà et Betty terminait tout juste son école de graphiste. J'expliquais à mes enfants ce que j'avais vécu et par quel miracle je m'en étais sorti grâce à Ariane. Par un hasard étonnant, je reçus à cet instant un message d'Ariane qui me parlait de son retour seulement en fin de mois. Nicolas était un taiseux et il ne disait mot. Betty, elle, m'exprima qu'elle aurait bien voulu rencontrer Ariane. Je leur dis qu'Ariane était partie en voyage d'affaires, mais que dès son retour, j'organiserais une rencontre. Alors que nous entamions le dessert, après avoir dégusté des plats d'une cuisine classique et roborative, mais d'une bonne tenue gastronomique, je commandai un Laurent Perrier rosé qui me rappela les repas de fête de leurs communions respectives. La nostalgie de cette époque où nous étions encore heureux de vivre tous les 4 me tenailla soudain le cœur. Betty buvait peu. Elle avait laissé son verre plein d'Alox Corton. Nicolas, en bon épicurien, n'en avait pas laissé une goutte. Au moment où le chef de rang déboucha la bouteille de champagne devant nous, Betty me posa la question fatidique. Papa, pourquoi tu nous as laissés tomber? J'étais ému, je les regardais tous les deux. Mes yeux se mouillèrent de larmes. Nicolas s'adressa sèchement à sa sœur. Arrête tes questions idiotes. Tu vois bien que papa est là, avec nous maintenant. Ne l'embête pas avec ça. J'eus un mal fou à me remettre de mon émotion. Après m'être essuyé les yeux avec ma serviette, je m'adressai tendrement à eux. Vous savez bien que je vous aime de tout mon cœur. J'ai eu le tort de ne pas vous le dire avant. Durant ces années, j'ai été égocentrique. Je n'ai pensé qu'à mon désir de réussir et mon plaisir de revivre. J'ai voulu tirer un trait sur le passé. Le divorce m'a sauvé de moi-même. J'étais devenu au fil des ans un personnage sans consistance. Je n'avais plus envie de rien. J'ai sûrement inconsciemment obligé votre mère à me quitter, car je n'en avais pas le courage. Je voulais vivre une autre vie, une vie qui me ressemblait. Vous verrez, car vous êtes encore jeune, que le plus important dans la vie est de ne pas la subir. Comme disait l'autre, que celui qui n'a pas souffert de subir sa vie me jette la première pierre. La grande erreur que j'ai pu commettre est de vous oublier dans mon changement de vie. Aujourd'hui, je le regrette amèrement, et je vous dois des excuses, mes enfants. Il faut que je vous dise que je n'ai pas vraiment aimé votre mère, dans le sens où je peux maintenant savoir ce qu'est le vrai amour.
Je n'ai longtemps pas compris ce qui est une évidence. Maintenant, je sais que vous êtes sacrés pour moi. Je vous demande de bien vouloir me pardonner, mes enfants. Je vous aime très fort. Je pensais qu'il fallait avoir des enfants par amour, pour les aimer, mais je m'aperçus aujourd'hui que ce n'était pas exact. La force de l'amour filial est plus fort que tout. Il transcende de sa puissance l'acte sexuel qui le crée. C'est un amour spirituel et pur. Nicolas avait la larme à l'œil et il lâcha ému. Je te pardonne, papa. Moi aussi, papa, je t'aime. Je me levai, puis je contournai la table pour les serrer contre moi et les embrasser. Ils eurent tous les deux un sourire gêné. Ils comprirent que leur père était un grand sensible et un grand sentimental, et surtout, le plus important pour eux, qu'il les aimait. C'est tellement important de dire à ses enfants qu'on les aime. Ils se construisent avec cet amour. Betty habitait en banlieue sud avec ses amoureux, un certain Sébastien dont elle me montra la photo. Un bel homme brun aux grands yeux verts qui travaillait avec elle en tant que directeur de création. Je lui souhaitais tout le bonheur possible. Elle me parla de ses projets de mariage avec lui. Je lui répondis qu'elle avait le temps, même si l'amour n'attend pas. Mon fils habitait toujours chez sa mère en banlieue ouest. Il était un célibataire endurci qui ne voulait pas quitter sa mère de sitôt, même si elle avait refait sa vie. Sa sœur balança que Nicolas venait de rompre avec sa copine. Il lui dit d'arrêter de raconter sa vie à tort et à travers, conformément à son tempérament d'homme discret. Betty l'agaçait, parce qu'elle ne savait pas tenir sa langue. Ma fille lui rétorqua qu'il était ridicule de toujours tout cacher. C'était de bonne guerre, cette passe d'armes, entre frères et sœurs. J'en rigolais en leur disant que leur différence était une richesse tant qu'ils continuaient à s'aimer et à se comprendre. Au même moment, je reçus un message de Nathalie qui me fixait un rendez-vous. Trop de bonheur dans une même journée me faisait chavirer. Je décidai de ne pas lui répondre tout de suite, non par vengeance, ni par orgueil, mais pour lui faire comprendre que je n'étais pas un jouet que l'on pouvait prendre et jeter à sa guise. J'invitai mes enfants à une séance d'enregistrement de la boîte noire dans la semaine à venir. Dans la comédie et la tragédie de la vie, on a toujours les deux faces de la même pièce. Finalement, cette photo du magazine Purple avait fait mon malheur et mon bonheur en même temps. Je réglai l'addition. On se sépara à la sortie de la brasserie. J'étais le plus heureux des hommes.